Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous êtes bien dans le face-à-face du mercredi 22 mars, un face-à-face très particulier. André Berkov reçoit Steve Gounin, physicien, ancien conseiller scientifique de Barack Obama, pour son livre « Climat, la part d'incertitude », édité chez l'Artilleur. Bonjour Steve Gounin. Hello, glad to meet you, Steve Gounin. Oui, on est très très heureux de recevoir un scientifique. Vous savez, il y a des scientifiques, il y a des vrais scientifiques. Et puis, il y a ce que j'appellerais... allez, on va pas parler des médecins de plateau ou des généraux de plateau. Enfin, il y a des gens qui prétendent avoir réponse à tout et qui ne connaissent pas grand-chose. Par exemple, je pense à certains néphrologues ou urologues ou autres qui parlent du virus. Rappelez-vous ce qui s'est passé au nom de la science. Alors, il est professeur de physique à Caltech, California Institute of Technology, Stephen Gounin, et à l'Université de New York. Il est vraiment un des scientifiques les plus reconnus des États-Unis. Il est de passage à Paris pour présenter ce livre remarquable, passionnant, Climat, la part d'incertitude, parce que lui, il a question à tout. Vous savez ce que ça veut dire? Et il rappelle qu'en science, il y a une véritable vertu qui s'appelle le doute. Alors, c'est quoi la science et c'est quoi le doute? Parce que vous dites vous-même, Steve Gounin, que au nom de la science, on dit beaucoup de choses et on dit quelquefois n'importe quoi. C'est quoi la science? Comment peut-on la définir? C'est important parce que tout le monde parle au nom de la science pour parler de n'importe quoi. Well, Andre, it's great to be here talking with you. I am a scientist and I've been practicing science for 50 years. Merci André, c'est un plaisir d'être avec vous. Moi, je suis un scientifique et ça fait 50 ans que je fais de la science. Science is usually taught in the schools as a collection of facts. And Non, vas-y, il peut continuer un peu. and it is that. Yeah. But when you practice science, it's a tool for reducing uncertainty. On apprend la science à l'école comme étant une collection, une compilation de faits. Et bien sûr, la science, ce sont aussi des faits. Mais quand on pratique la science, c'est un outil pour réduire l'incertitude. And scientists have a language for describing how certain or uncertain things are. Some things we understand very well. When the apple drops from the tree, as Newton is famous for, we understand that in great detail. Et nous avons une langue pour décrire à quel point quelque chose est certain ou non. Lorsqu'une pomme tombe de l'arbre, comme Newton en a fait l'expérience, eh bien, nous savons exactement pourquoi cela se passe. But when you get to more complicated systems, such as our own bodies, for example, all of living things, biology, or the climate, we can only make very few statements with great certainty. Mais lorsqu'il s'agit de systèmes plus complexes comme le corps, le vivant, la biologie ou le climat, il n'y a que très peu de choses que nous soyons capables de dire avec la plus grande certitude. Alors pourtant, justement, Steve Gounin, on a entendu beaucoup de choses sur le climat. Je rappelle que dès les années 50, on nous disait qu'en l'an 2000, ou même avant, la Terre allait être sèche, qu'il y aurait des millions de morts, que certaines villes seraient recouvertes par les océans, que nous aurions ensuite une migration climatique terrible, que nous allions, et aujourd'hui, notamment un certain nombre de rapports, dont le GIEC, disent attention, le réchauffement climatique, eh bien écoutez, c'est très simple, voilà par exemple, le GIEC dit de manière absolument incontestable, dit le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, de l'ONU, et il dit que on sait de façon sûre qu'un réchauffement de la température moyenne sur Terre de plus 1,1 degré est établi par rapport à la période 1850-1900. Et voilà, et que la hausse attribuée aux activités humaines est de 1,7 degré. C'est 1,7 degré et l'autre c'était 1,1 degré. Qu'est-ce que vous pensez de ces assertions et considérées comme incontestables et absolument sûres?
to get to the real science, you need to get past the political statements, the media statements, most of the media, the NGOs, and really read the research papers. And Pour when voir you ce qu'est la science vraiment, il faut aller au-delà, dépasser les discours politiques, le discours des médias, de la plupart des médias en tout cas, ce que disent les associations, les ONG. and when you do that, you Et, oui, realize, et aller dans les papiers, dans les papiers de recherche, c'est ce qu'il vient de dire. Oui. Dans les research, oui, c'est ça. and yes, the scientific papers and the data Yeah, on okay. which they are based are the real scientific truth. Aller vers là, oui, c'est ça. aller La vers vérité scientifique, les ce sont papiers effectivement, les comme vous documents disiez, scientifiques. André, les articles scientifiques, les Absolument. données scientifiques. Ok. And very few people have the training or the patience to read through all of that. Et il y a très peu de gens qui ont soit la formation, soit la patience pour aller lire ces immenses documents. Bases de données. And one of the goals I had when I wrote the book was to give non-experts a view of what was really being said in the papers, in the data, and to a large extent in the IPCC reports themselves, not the summaries, but the actual reports. Exactement. Et un de mes objectifs dans l'écriture de ce livre, c'était de donner aux non-experts la vision de ce qu'il y a justement dans ces articles scientifiques, dans ces données, et y compris dans les rapports du GIEC, mais pas simplement dans les rapports de synthèse, dans les vrais rapports Pas qui sont dans les rapports sous-jacents. à 10 pages, mais les gros rapports. Alors, justement, alors ce que je voudrais demander à Steve Koonin, et il en parle dans son bouquin et c'est passionnant, c'est que pendant 15 ans, il s'est plongé donc dans ses études sur le climat. Et par rapport au discours dominant, ou au discours majoritaire qu'on entend un peu partout, en France, aux États-Unis, ailleurs, de Greta Thunberg jusqu'à un certain nombre d'auteurs, jusqu'à qu'est-ce qu'il a lui, qu'est-ce qu'il peut dire, qu'est-ce qu'il a constaté, et ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le climat qui ne soit pas sujet à caution comme d'habitude. There are a few things that are quite certain about the climate. I think it's quite clear that over the last 120 years or so, the average temperature over the Earth has warmed about 1.2 degrees. That's pretty clear. Il y a un certain nombre de choses qui sont assez certaines. Par exemple, sur les dernières 120 années, les températures moyennes ont augmenté de 1,2 degrés. Ça, c'est assez certain. Another thing we can be quite certain of is that the greenhouse gases in the atmosphere, particularly the carbon dioxide, have increased quite significantly, and that increase is largely due to humans burning fossil fuels. Autre chose dont on est certain, c'est que les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et notamment le CO2, ont augmenté de façon importante, et essentiellement pour des raisons liées au combustible, à l'utilisation de combustibles fossiles. And it's also quite certain, everybody would agree, that increase in greenhouse gases exerts a warming influence on the planet. Et tout le monde serait également d'accord pour dire que cette augmentation des gaz à effet de serre a une influence sur le réchauffement, une certaine influence sur le réchauffement de la planète. But you can see, just by looking at how the temperature has warmed, that things are not so simple. Mais il suffit de regarder la courbe exacte d'augmentation de la température pour constater que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Because even as the warming influence grew steadily over the last century, the temperature did not rise steadily. Exact. Car alors même que cette influence, dont je disais qu'elle conduit au réchauffement, cette influence s'est fait sentir pendant
un siècle entier, eh bien, le réchauffement, lui, n'est pas observé sur un siècle. Oui, on va arrêter une petite pause publicitaire pendant 1 minute, 2 minutes, et nous allons reprendre. C'est passionnant. Vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul. La Terre est dans tous ses états, le climat est dans tous ses états. Mais là, on est avec un livre qui remet les choses à leur place et les pendules à l'heure. Le livre de Stephen Koonin, paru aux éditions de l'Artilleur, Climat, la part d'incertitude. Et je rappelle qu'il est professeur de physique théorique à California Institute of Technology, à l'Université de New York. Il a été sous-secrétaire d'État à la science de l'administration Obama. Et surtout, il nous dit attention à écouter certains discours. Et justement, Steve Koonin, beaucoup de gens vous parlez effectivement de la hausse de température que nul ne conteste, entre des 1 degré, etc. en 100 ans. Vous parlez aussi des effets de serre et des émissions de gaz à effet de serre et des fuels, des fossil fuels, comme on dit, des énergies fossiles. Mais est-ce que tout ceci, est-ce que ça nous amène, comme le disent certains rapports, à l'apocalypse climatique dans 20 ans, 30 ans ou moins? So there is a long sequence of inferences that we need to make in order to understand impacts. There is how the climate will respond to greenhouse gases, not only warming, but the frequency of storms, sea level rise, ice melting, and so on. And then there is that question of how will the warming, whatever it turns out to be, and there are already uncertainties in how will that warming affect ecosystems, but maybe more importantly, human society? Where we see lots of migration, where we see cities inundated, and so on. And alors, ça nous oblige à faire tout un tas de sauts logiques ou d'inférences, en tout cas. Cette accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui modifie le climat, déjà de quelle façon? Le réchauffement, y a-t-il plus de cyclones? La fonte des glaces? Et puis les villes noyées sous la mer. Et voilà, les océans. Et puis les conséquences de tout cela, à la fois sur les écosystèmes et plus important encore pour nous, sur la société. Vague de migration, du climat, etc. And there is, of course, a bigger uncertainty in what should we do about all of this, and maybe we'll get on to talking about that. Et la grande incertitude, c'est surtout comment réagir à tout ça, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. But the notion that we are facing a catastrophe, a crisis in the next century is just not supported by what's written in the IPCC. Mais l'idée que l'on puisse s'attendre à une catastrophe climatique, à une crise climatique, je ne dis même pas dans les 30 prochaines années, mais dans le siècle à venir, c'est quelque chose qui n'est pas justifié, étayé dans le rapport du GIEC. For example, if we look at the economic impact of warming of a few degrees by the end of the century, the IPCC said in its 5th report it would have a few % impact on the global economy. Par exemple, si on suppose un réchauffement de quelques degrés d'ici la fin de ce siècle, pour ce qui est de l'impact sur l'économie, le 5e rapport du GIEC estime que cet impact serait de quelques points de pourcentage. And they say, Chapter 10 of the second working group report, that there are many other factors like technology, demographics, trade, governance,
that will have a much greater effect on human well-being. Et le chapitre 10 dit qu'il y a bien d'autres choses, notamment les aspects technologiques, démographiques, commerciaux, les aspects de gouvernance, qui auront un impact beaucoup plus élevé sur l'économie mondiale. And 4 years ago or so, when I read that, it's in the back of the report, so most people don't, I was astounded. But and subsequent research after that report pretty well confirms this is almost a nothing burger. Et il y a 4 ans, quand j'ai trouvé ces informations qu'en général les gens ne lisent pas parce que c'est à la toute fin du rapport, j'ai été sidéré de lire ça. Et d'ailleurs, cette estimation a été confirmée ensuite par d'autres études. Et c'est ce qu'on appelle en américain un nothing burger. C'est un hamburger, mais il n'y a pas de viande dedans. C'est ça. C'est un sandwich où il y a 2 bouts de pain, mais pas de viande. Yeah, right. So if, you say we should follow the science, and the IPCC is allegedly the best judgment by the world's best scientists, that's what it says. Ouais. Et puisqu'on nous dit qu'il faut suivre la science, et qu'on nous dit dans le même temps que le GIEC, ce sont les meilleurs scientifiques, la meilleure instance scientifique, eh bien, c'est cela que dit le GIEC, et pas autre chose. Donc, il faut... Alors, justement, pour Steve Koonin, quel est à ce moment-là, puisqu'on parle de science, et là, tout se fait soi-disant au nom de la science, comment peut-on définir la science, c'est-à-dire l'exercice de la science? Comprendre que la science, si j'ai bien compris, mais corrigez-moi si je me trompe, correct me if I'm wrong, est-ce que la science, ce n'est pas la recherche, l'interrogation, la mise en question, la contestation, et pas affirmer des vérités toutes les semaines comme étant des vérités éternelles? Science is a process, as I said before, for reducing uncertainty about the world. It rests on the data first, what we observe about nature, in this case, the temperature, the precipitation, sea level, ice, and so on. And then it is about understanding the patterns in those observations through known physical principles, biological. We know Newton's law, for example. Yeah, of course. Oui, allez-y. Je le disais tout à l'heure, la science est un processus qui permet de réduire l'incertitude. Et elle se fonde d'abord sur les données. Tout d'abord, ce sont les données, c'est l'observation de données naturelles. Alors, dans le cas qui nous intéresse, les températures, les précipitations, le niveau des océans, la glace. Et puis, ensuite, comprendre ces courbes, ces évolutions, à travers les lois physiques. Par exemple, tout à l'heure, nous parlions de la pomme de Newton. Voilà. Bien sûr. Je voudrais... Steve Koonin nous a parlé d'un exemple, par exemple, ce qui devait se passer au Pakistan, les inondations pakistanaises qui devaient avoir lieu. C'est un exemple qui illustrait une certaine manière de délire. So let me give you an example of how the historical record of observations is misrepresented by politicians and the media. Alors, laissez-moi vous donner un exemple de la façon dont les séries historiques de données sont ensuite, disons, dénaturées dans la présentation qu'en font les médias et les hommes politiques. So this past summer, September, there were terrible floods in Pakistan. Cet été, en septembre, il y a eu des inondations terribles au Pakistan. And a few days after it occurred, the Pakistani environmental minister gets on the media and says, "This is the worst since 1961." Et quelques jours après, le ministre pakistanais de l'Environnement va voir les médias et dit ce sont les pires inondations que le pays ait vécues depuis 1961. And it's all due to human influences, greenhouse gases, and you in the rich countries owe us money. Et tout ça est dû à l'influence humaine, aux gaz à effet de serre, et vous, dans les pays riches, vous nous devez de l'argent. And as a scientist, when I hear worst since 1961, my natural inclination is to ask what happened before 1961.
Et moi, évidemment, comme je suis scientifique, mon premier réflexe, quand j'entends quelqu'un qui me dit les pires depuis 1961, c'est d'aller voir ce qui s'est passé avant 1961. And fortunately, we have records that go back for the monsoon to about 1850. Et fort heureusement, pour la mousson, eh bien, nous avons des séries météorologiques qui remontent à 1850. Des observations, quoi. Absolument. Yeah, and there were monsoons that were just as bad or even worse a century ago when human influences were essentially negligible. Et il y a eu des moussons aussi graves, voire pires que celle-ci, il y a un siècle, quand les influences humaines étaient en réalité à peu près négligeables. But what made the recent flooding so impactful were three things. One is there are a lot more people now in Pakistan than there were. The second is that all of the trees on the mountains had been cut down, and so the water ran down. And the third is that people were living on floodplains. Mais il y a trois choses qui ont rendu les choses, qui ont rendu la situation beaucoup plus grave cette année. C'est d'abord la population du Pakistan qui n'est plus du tout la même, le déboisement qui fait que l'eau a ruisselé très facilement depuis les montagnes, et puis le fait que les gens habitent dans des zones inondables aujourd'hui. So many of the disasters we hear about have human causes, but nothing to do with greenhouse gases. Donc beaucoup des catastrophes dont on nous parle aujourd'hui ont des causes humaines, mais ces causes humaines n'ont rien à voir avec les gaz à effet de serre. On se retrouve après une petite pause avec Steve Koonin, climat, la part d'incertitude. À tout de suite. Eh bien, nous continuons donc ce dialogue, cet entretien avec Stephen Koonin sur le climat à la part d'incertitude. Et nous étions en train de parler justement sur les représentations, sur la manière dont on parle. Et nous avons parlé justement de ce qui se passait avec les inondations au Pakistan. On a dit, voilà, l'Occident, c'est vous le responsable, l'Ouest, l'Occident, et vous devez payer. Et Steve Koonin a montré que c'était pas, le problème n'était pas là du tout. Et il y a justement d'autres exemples, Steve Koonin, que vous vouliez donner, en tout cas un autre exemple. So the Pakistan example is a politician misrepresenting the science, but sometimes the IPCC itself misrepresents the science. Là, dans l'exemple du Pakistan, c'est un ministre, donc un politique qui déformait, qui faussait un peu les données scientifiques, mais parfois c'est le GIEC lui-même qui fait ça. For example, if you read the most recent report that was released by the IPCC on Monday, it has a statement in there that there are more deaths due to heat waves. That's a completely true statement. But it's the only statement about deaths due to heat waves in the report. When you read the research papers that describe deaths due to extreme temperatures, what you learn is that there are 10 times more people who die from extreme cold than extreme heat around the world. And as the world warms, the deaths due to extreme colds are declining faster than the deaths due to extreme warmth. Oui, alors, par exemple, dans le dernier rapport du GIEC qui a été publié lundi, il est affirmé qu'il y a plus de gens qui meurent en raison des canicules. Alors, c'est l'affirmation du rapport, et elle est vraie, elle est même complètement vraie. Mais c'est la seule affirmation qu'on trouve qui fasse le lien entre les morts humaines et les températures. Sauf que si vous lisez l'intégralité du rapport, si vous lisez les données... Les pages, oui, le rapport lui-même, oui. Il y a 10 fois plus de gens qui meurent de froid que de gens qui meurent de vagues de chaleur. Donc le réchauffement... ce que l'on sait, c'est que le réchauffement de la planète conduit à une diminution du nombre de ces morts par le froid, plus importante que l'augmentation du nombre des morts par les vagues de chaleur. Il y a presque 10 fois plus de morts par le froid que de morts par le heat wave, c'est ça. Yes. So we should keep in mind as we read at least the summaries of the reports that the IPCC is trying to persuade non-experts not to inform them.
Et donc, à chaque fois que nous lisons ces summaries, ces résumés du rapport de base, du rapport sous-jacent, ces synthèses, il faut bien nous rappeler que le GIEC cherche à persuader des gens qui sont des non-experts et pas à les informer. And that everything they write should be taken with a grain of salt and scrutinized closely. Et que tout ce qui est écrit dans ces rapports doit être pris avec des pincettes et regardé de très très près. Et alors, donc, pour revenir à l'essentiel, à votre livre, mais au fond du problème, aujourd'hui, très sincèrement, Steve Koonin, parce qu'on a vraiment été... il y a eu le Covid, maintenant il y a la guerre, Russie, Ukraine et toutes ses répercussions. Et puis, en permanence, et depuis des années, voire des décennies, on nous dit, si vous ne faites pas attention, rappelez-vous Cyrus Vance, vous allez mourir, vous allez tous mourir à cause du réchauffement, à cause des effets de serre. Et je rappelle simplement que la France, que justement les COP, vous savez, COP 21, COP 22, COP 23, ils nous disent, oui, c'est terrible, même la France et l'Europe, or la France émet 0,9%, même pas 1% de gaz à effet de serre et de CO2. Même pas 1%, pour ne parler que de la France. Et que quand on dit, mais alors les pays qui émettent énormément de CO2, comme la Chine, les États-Unis, la Russie ou l'Inde, eh bien, est-ce qu'il ne faudrait pas les sanctionner? Non. Dans tous les COP et dans tous les accords, il n'y a aucune sanction. Donc, on va continuer comme ça. Donc, tout ça, est-ce que ce n'est pas de créer une espèce de panique entretenue, organisée, et à son avis, pourquoi? Voilà, ma question est longue, mais je crois que je voulais résumer tout cela. Let me deal with the question of panic first. There is a journalist who was writing in the 1920s in the U.S. called H.L. Mencken. Yeah, and he was great Mencken. Great, he was great. He was both very astute, but also appropriately cynical. And he's got a quote in one of his books that the purpose of practical politics is to keep the electorate alarmed by a series of mostly imaginary hobgoblins so that they can be clamoring to be led to safety. Allez-y, traduis. Oui, il y a un journaliste américain qui écrivait dans les années 20, H.L. Mencken, donc vous le connaissez, André, vous avez réagi. Tout à fait. Grand humoriste et grand journaliste. Absolument. Ouais. Il était effectivement très intelligent, mais très cynique aussi. Et il y a une citation de lui qui est assez remarquable, où il dit que, en pratique, le but de la politique consiste à maintenir l'électorat dans l'angoisse d'une série d'épouvantails, en général imaginaires, afin qu'il réclame à corps et à cri d'en être protégé. And when you look at the political landscape through that lens, you see everybody does it. On both sides. I could give you examples in the U.S., but we don't have to go into it. So climate is a wonderful example of that because it's distant, it's vague, but it involves energy which touches everything, everywhere, all the time. Et si vous prenez le paysage politique, tout le monde le fait, tous les partis, tout le temps. Je pourrais vous donner des exemples américains, mais je ne vous en donne pas. Et le climat, c'est un exemple absolument parfait de cela. C'est quelque chose de distant, de vague, mais qui touche en réalité à l'énergie, c'est-à-dire à toute notre activité et à tout le temps, partout. Et oui, et c'est ça c'est très intéressant et on voit très très bien à quel point c'est important. Mais au-delà de ça, alors qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Alors, Steve Koonin, on ne va pas résumer votre livre, et je renvoie à votre livre, que je conseille encore une fois, que je recommande. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à ceux qui, en fait, on leur dit ça va être terrible,
mais on ne leur dit pas comment s'en sortir. On leur dit simplement, voilà, très bien, il faut faire voyez, regardez la voiture électrique, sauf que la voiture électrique, il y a les batteries. On leur dit, isolez vos appartements et vos immeubles, et ça va coûter très cher, mais renoncez à la voiture thermique, c'est-à-dire qu'ils voient, peut-être à raison, ils voient s'ériger une avalanche de barricades, d'interdictions, de dire on peut plus faire ceci, on peut plus faire cela, il faut arrêter ceci ou arrêter cela. Est-ce que vraiment c'est la bonne voie pour lutter contre effectivement les facteurs de réchauffement ou les facteurs de pollution? You know, if one acknowledges that on balance we should be doing something and not just continuing business as usual, there are, you have to realize first that we've got time. There is no imminent catastrophe. That's the first statement. Important. Alors, si on est d'accord pour dire qu'il faille faire quelque chose plutôt que rien, d'abord, première chose, et ça c'est très important, nous avons le temps. Il n'y a pas de catastrophe imminente. The biggest question that you have to answer if you want to reduce greenhouse gases is what do you do about the developing world? Those of us in the developed world, OECD, we're about 1.5 billion people. La grosse question, si on veut réduire les gaz à effet de serre, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour les pays en développement. Nous sommes des pays développés, les pays de l'OCDE. Oui. On représente 1,5 milliard d'habitants. And there are 6.5 billion people who don't enjoy the abundant, adequate, relatively inexpensive energy that we enjoy. Et ça signifie qu'il y a 6,5 autres milliards de personnes sur la planète qui, elles, n'ont pas accès à une énergie abondante, suffisante, relativement abordable. And for those people, the best way to get them the energy they need to improve their lives is through fossil fuels. Et pour eux, la meilleure façon dont nous pouvons améliorer leur vie en leur fournissant l'énergie dont ils ont besoin, c'est à travers les combustibles fossiles. So it is the height of arrogance and maybe even immoral to tell those people they cannot get the energy that they need. Et donc, quoi de plus arrogant, quoi de plus immoral peut-être que de dire aux habitants de la planète, non, vous ne pourrez pas avoir cette énergie dont vous avez besoin pour vivre mieux. And they know that. The people in Africa, the head of India, they're all saying no more carbon colonialism. Et les gens le savent bien, en Afrique ou ailleurs, les Africains le disent, et disent stop, on en a assez de ce colonialisme carbone. Yeah. So I know France gave up colonialism a long time ago, but it should be thinking about this aspect of the greenhouse gas problem if it's going to advocate large and rapid reductions in emissions. Et donc, je sais bien que la France a abandonné ses politiques coloniales il y a très longtemps, mais peut-être qu'il faudrait que la France réfléchisse un petit peu aux impacts pour ces populations de la planète si la politique française à l'international consiste à exiger une réduction importante et rapide des gaz à effet de serre. Alors, est-ce que tout ça n'est pas dû, et vous le dites, oui, on va juste, avant de parler de ce que dit Steve Koonin, je crois que ça résume vraiment le fond du problème. Est-ce que c'est pas devenu tout cela religieux et moraline, plutôt que scientifique, et c'est tout le problème. On va en parler tout de suite après une toute petite pause. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Vrai Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les clés d'une vie. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et là, c'est un scientifique américain qui parle au français. Il en parle de façon très intéressante, passionnante sur le climat, la part d'incertitude, son livre. Et effectivement, Steve Koonin, vous avez posé la question de ces 6 milliards et demi à qui l'on dit mais non, mais faut plus polluer. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que là-dedans, qu'est-ce qu'il y a comme part d'hypocrisie? Et surtout, quand vous parlez on leur donne des leçons, est-ce que là, quelque part, la question du climat n'est-elle pas devenue une question religieuse, une question millénariste, une question presque apocalypse now? I think there's certainly a religious flavor to the people who advocate climate action, but there's also self-interest involved. We in the developed world perceive that the bettering of most of the world is an environmental threat to us. And so we're happy to continue to use energy. And yes, we can afford cleaner energy, but most of the world can't. And so if we stop the rest of the world from polluting, we will be better off. Mm-hmm. Oui, il y a certes un parfum un peu religieux dans ce discours de ceux qui prônent l'action climatique, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un certain égoïsme et des intérêts bien compris dans le monde occidental. Nous voyons l'amélioration des conditions de vie du reste du monde comme une menace pour nous. Donc l'énergie abondante, etc., pour nous, ça ne pose aucun problème. Pour les autres, c'est problématique. There's also, like in all good religions, an element of fantasy involved. When you look at the trends in population, in development, and in technology, it's pretty obvious to conclude that net zero by 2050 or even 2100 is a fantasy. And anyone, even 20 or 30 years ago, who studied that would conclude that. And what's interesting is now the rest of the world in the last year or two is starting to understand that it's just impossible to go to zero emissions. Et comme dans toute religion, il y a un élément un peu fantastique, un peu fantasmatique. Si on regarde un peu les tendances démographiques, les tendances du développement économique, de la technologie, il est évident on peut conclure que ce but, cet objectif affiché du net zéro en 2050 et même en 2100 est absolument irréaliste. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a encore, disons, 20, 30, 40 ans, les scientifiques qui se penchaient sur ces questions-là le savaient. Mais aujourd'hui, c'est le reste du monde qui est en train de se rendre compte que tout ça est fantasmatique. Oui, et que ce n'est pas en quelques années qu'on va résoudre et que ce n'est pas en quelques années que nous allons résoudre ce problème, et surtout que nous allons sortir de l'hypocrisie. Un mot, on pourrait en parler pendant des heures, c'est passionnant, mais je voudrais demander à Steve Koonin, poser une dernière question. Au fond, à ceux qui ne savent pas, vous leur recommandez quoi? À ceux qui ont envie de savoir, à ceux qui ont envie d'être lucides. Et nous en avons des dizaines, des centaines de milliers, voire de millions ici qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Est-ce qu'il faut étudier? Comment rester lucide dans un monde qui ne nous a pas entraînés à être des scientifiques? Comment rester lucide, vigilant et ne pas se laisser avoir par la manipulation ou la propagande? I think if you want to be more informed and better informed, if you're capable, the data are out there. And when the Pakistani minister says worst since 1961, that's pretty easy to check. Yeah. Another way is to listen. There are some scientists, myself and others, who are trying to get the true situation out to the public. Listen to what we say or what we have written, and go ask the consensus scientists or the politicians. You know, Koonin says the report says this thing. Does it really say that? And if so, why haven't I heard that? Very good, man. Oui, d'abord, si on veut être plus informé, mieux informé,
Tout d'abord, les données existent, on peut aller les consulter. Par exemple, dans mon exemple de tout à l'heure, le ministre pakistanais qui dit la pierre mousson depuis 1961, bien ça c'est assez facile à aller vérifier par soi-même. Et puis, deuxièmement, il y a des scientifiques, dont moi, mais pas que moi, qui vous expliquent les choses clairement. Alors je dirais tout simplement, écoutez-nous, lisez-nous, et puis tournez-vous ensuite vers les représentants du consensus climatique et posez-leur les questions. Dites-leur, écoutez, Stephen Koonin nous dit ça, qu'est-ce que vous lui répondez ? Eh bien voilà, toujours avoir question à tout et toujours lire, se documenter. Merci Steve Koonin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à Steve Koonin, physicien, pour son livre Climat à la part d'incertitude, édité chez Artilleur. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.